Bonjour, bonjour pépitoriens, pépitoriennes. Je regarde si tous les réglages sont bons, hein. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, une petite émission dans les conditions du direct, comme on fait d'habitude, toujours sur Pépitor. J'ai pas laissé le petit disclaimer qu'il y avait avant, mais je vous rappelle que de toute façon, dans notre émission sur ce média, jamais nous ne donnons de conseils, ce sont juste des avis de passionnés. Faites bien attention à ce que vous faites. Trader comporte des risques, et puis c'est votre propre capital que vous mettez en jeu. Donc faites bien attention à ce que vous en faites. Aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité, Michael Messa. Michael, bonjour Michael, comment vas-tu? Bonjour Denis, ben, écoute, je vais très bien. Merci de l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être ici avec vous et avec toi, Denis. Voilà. Merci. Donc on s'est connus il y a 2 semaines en fait, hein. Moi, comme vous savez, je suis un trader. Et puis là, je vais avoir une rentrée d'argent assez importante, pas colossale, mais bon, assez importante. Et je suis en train de regarder un peu les investissements, hein. Donc, je suis en train de prendre des formations sur des formations sur des investissements ETF Momentum, sur des bons du Trésor US, etc. Je suis en train un peu de tout regarder. Et puis, Christophe, Investir Zen, m'a dit, tiens, tu devrais parler avec Michael Messa, parce qu'en fait, ma grosse entrée d'argent, en fait, c'est que je vends une maison. Et puis, je décide de sortir de l'immobilier. Et puis, en disant ça à Christophe, il me dit, tiens, je vais te présenter un ami à moi qu'il avait rencontré dans une soirée, Michael Messa, qui, lui, est spécialisé dans l'investissement immobilier. Et vu que sur la chaîne, on parle beaucoup d'investissement et de trading, et on n'avait jamais parlé d'immobilier, et surtout qu'avec Michael, on ne se connaissait pas, et la première fois qu'on a parlé, on est resté 3 heures au téléphone. Donc je me suis dit, ça serait bien qu'on partage un peu tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a fait. Et en plus, Michael est grenoblois comme moi, donc on a pas mal de points communs. Donc, Michael, on va faire une présentation rapide, hein, pour savoir en fait si le fait de devenir investisseur en immobilier vient du fait que tu as fait des hautes études de charcuterie ou si t'as fait autre chose. Donc, la formation, c'est quoi, Michael? Alors, moi, en fait, je suis rentré sur les chantiers autour des 14, j'avais 14 ans, en alternance. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours l'alternance aujourd'hui, mais en tout cas, j'avais une semaine d'école et 2 semaines de boulot, quoi. 2 ou 3 semaines, ça dépendait des moments, mais voilà, en gros. Et parce que j'avais des grosses difficultés à l'école. Hmm. C'est pas que je n'aimais pas l'école, mais j'avais du mal à suivre. Hmm. À part lire, compter, et c'est tout. En Hmm. gros, c'est tout ce que je savais faire. Et du coup, bah, j'ai appris un métier. Le premier métier que j'ai appris, bon, j'ai fait plusieurs stages auparavant, mais le premier métier que j'ai appris et que j'ai un diplôme, c'est un BEP aménagement et entretien de l'espace rural. Donc, à deux heures à l'époque, qui était un BEP agricole, quoi. D'accord. Et donc, je taillais les haies, je tendais les pelouses, je pouvais monter des petites murettes, voilà, voilà. Donc, j'ai appris à faire tout ça. Alors là, j'avais autour des 14, ouais, 15 ans, quoi. Donc voilà. Donc, non, en fait, il ne faut pas avoir d'études supérieures. Alors, après, j'ai passé un bac pro, mais j'avais 23 en 2005, donc j'avais 24 ans. Mhm. Donc voilà, mais sinon, je suis vraiment. Avoir des diplômes supérieurs, non. Et ça ne m'a pas bloqué dans mes investissements, ni même dans mon activité d'entrepreneuriat, parce que depuis l'âge de 19-20 ans, je suis entrepreneur et avec des hauts et T'as des monté bas. quoi comme société et dans quel domaine? Avant de parler des investissements, Ouais. parce que bon, tu nous diras après, mais apparemment, si je me souviens bien de ce qu'on disait, tu avais commencé à investir il y a une dizaine d'années dans l'immobilier. Ouais. Comment tu es arrivé de l'entrepreneuriat jusqu'à ce que tu fais maintenant, dans le marketing, je crois, si je dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, euh, ma première boîte, c'est une boîte d'import-export et de vente par correspondance. C'est en 2000. Donc, j'avais 19 ans. J'avais Ouais. 19 ans pile. Donc, voilà. Je suis resté 18 mois, puis j'ai dû la fermer.
Voilà, ça n'a pas Mais il faut marché quand comme même j'ai avoir voulu. une réelle inquiétude quand même pour à 19 ans sans diplôme dire je vais acheter des produits à l'étranger, je vais les vendre ici. Il faut quand même vraiment avoir une inquiétude parce qu'en plus au niveau de 2000, moi j'ai commencé en 2000 à vendre du vin sur Internet. Internet c'était le C'était modem, le 56K. Hein. C'est ça, Ouais. effectivement. Je me rappelle qu'à chaque fois que j'utilisais Internet, parce que j'étais encore chez ma mère à l'époque, chaque fois que j'utilisais Internet, elle ne pouvait pas appeler. Donc, le téléphone sonnait occupé. Tu Ouais. sais. Je ne sais pas si tu te rappelles de Ouais. ça à l'époque. Et donc, voilà. Et ensuite, donc, j'ai arrêté l'entreprise et j'ai relancé donc, une autre activité dans le marketing de réseau un peu plus tard, où là, je commençais à gagner un peu d'argent. Là, je dois avoir autour des 21, 22 ans. Mais c'était pas non plus le Pérou, quoi. Je gagnais 300, 500 balles par mois. Les meilleurs mois, je montais à 600 balles, mais pas plus, quoi. Tu vois, Mhm. c'était vraiment. C'était pas le Pérou. Et puis après, du coup, j'ai décidé de me lancer dans le commerce parce que j'avais une fibre quand même commerçante. Parce que en parallèle, en fait, de mes études, hautes études en agriculture, Ouais. d'accord? C'est HEG Donc, alors. HEA, non? Ouais. voilà, à 2 ER. Donc, en parallèle de ça, euh, effectivement, je bossais tous les week-ends et vacances scolaires chez mon père qui avait un magasin. Voilà. Donc, depuis l'âge de 14 ans, les week-ends et vacances scolaires, parce que et le mois d'août, et puis à Noël, et voilà, etc., C'était je quoi? C'est de la bossais. restauration? Parce que travailler le week-end, c'est Non, pas. il avait un commerce papeterie, tabac. Alors, il ne faisait pas tabac, mais voilà, on va dire que papeterie, presse, etc., D'accord, ok. quoi. Mhm. Et du coup, effectivement, j'adorais cette relation avec les clients, j'adorais voilà, rendre service, j'adorais tout ça. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai repris un bac pro commerce à 22 ans, que j'ai obtenu à 24 ans. Et donc, et puis après, je suis parti sur Londres. Et, mais j'avais pas d'argent. Quand je suis parti, j'avais 2000 euros, quoi, un truc comme ça, 3 000. Et la vie à Londres est très chère, en fait. En tout cas, en 2006. Aujourd'hui, elle est encore plus chère. Mais là, je parle d'un temps où on était en 2005. Je suis resté jusqu'en 2006 à Londres. Et du coup, et à Londres, j'ai commencé à parler anglais, forcément. Tu n'as pas le choix pour travailler. Ah, je t'entends plus. Tu as travaillé à Londres? Oui, je travaillais un peu à Londres et j'ai surtout suivi des cours d'anglais également, des cours d'anglais intensifs pour pouvoir travailler, pour pouvoir. Ah, moi j'ai fait ça aussi. English as a Foreign Language, le EFL, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, pas que je pas passé de diplôme Ouais. d'anglais, mais effectivement, le temps que je suis resté, voilà, j'ai fait tout ça. Et en parlant anglais, j'ai découvert Internet et comment gagner de l'argent, mais sur le marché américain, par contre, comment gagner de l'argent sur le marché, voilà, en France, quoi. Parce que là, je parle d'un temps, on était en 2005-2006, donc ça remonte à presque 18 ans, quoi, on va Mhm. dire. Et du coup, de cette expérience-là, j'ai découvert eBay et le e-commerce. Donc, c'était dans cette période-là. Je fais waouh! Donc, je suis revenu en France. Alors, quand je suis revenu en France, je me suis lancé en e-commerce en achetant, donc, un peu comme je faisais quelques années auparavant, en achetant des produits en Europe et en Asie, donc en Europe et en Asie, et en les revendant en France, en francophonie, quoi. Mhm. France, Belgique, Suisse, etc. Et du coup, là, je commençais à bien gagner ma vie rapidement. Honnêtement, alors quand je dis rapidement, c'était relatif, mais en 5-6 mois, je commençais à faire de 3 000 à 4 000 euros par mois de revenus. Faut trouver Donc, le bon produit, quoi, c'est tout. Ouais. voilà. Et alors, je m'étais spécialisé dans la niche du bien-être, minceur. Et à l'époque, en tout cas, ça cartonnait, quoi. Mhm. Je vendais 40, 50 colis par jour. J'allais à la poste, je faisais des colis. Enfin bon, je faisais tout moi-même, hein, bien sûr. Mais je commençais Tu faisais quoi? T'achetais en gros et tu revendais en particulier ou alors tu achetais après avoir vendu? Non, alors, je ne fais pas de dropshipping, ou très peu, j'en ai très peu fait, donc on va dire que 95% de mon chiffre d'affaires, même 98, on va dire, c'était vraiment j'achetais comme un commerçant, donc j'avais du stock, et je revendais avec une marge de 80%. D'accord. Ah, quand même, ouais. Donc, ce que j'achetais à 2, je revendais à 10, en gros. Voilà. Ouais.
Après, en moyenne, c'était ouais, Bon, 70% de marge. la minceur, c'était quoi? C'était pas des produits parapharmaceutiques, c'était plutôt Non, des vêtements ou c'est ça. Des ceintures, alors, beaucoup de ceintures, beaucoup de gel pour utiliser les ceintures, d'accord. Ouais. Beaucoup de masseurs, masseurs pour les cheveux, masseurs pour le corps, etc. Voilà. Donc tout ce qui était masseur et bien-être, hein, effectivement. Et en fait, en parallèle, alors ça c'était un peu après, mais en parallèle, j'avais repris un magasin. Mhm. Donc D'accord. un magasin alimentaire. Du coup, je faisais les deux. Et puis, ouais, c'est ça. Je faisais les deux et je me suis vraiment éclaté. Ouais. Beaucoup d'heures de travail Oui, oui, et j'imagine, oui. je me suis vraiment éclaté. Parce qu'effectivement, en fait, pour la petite histoire, je suis revenu à Londres, j'avais pas de sous, quoi. J'étais, j'avais encore moins que quand je suis parti. Du coup, j'ai dû d'abord revendre des affaires à moi. Après, j'ai emprunté pour avoir le commerce. Et puis, et avec l'argent, j'ai pu économiser en quelques mois. Et puis, petit à petit, comme ça, j'ai pu emprunter, revendre mon magasin 2 ans, un peu plus que 2 ans plus tard, 26 mois plus tard, encaisser une plus-value, enfin bon, plus le reste, plus que l'argent que j'avais gagné, etc. Et du coup, j'ai pu me relancer sur Internet et Quand, c'était vraiment intéressant. une question d'entrepreneur aussi, parce que moi j'ai fait entrepreneur. Quand tu as acheté ton magasin, ton idée c'était de le monter et de le revendre, ou alors vraiment tu voulais faire commerçant? C'était les deux. En fait, vu que j'avais quand même une expérience en tant que commerçant, bah, en tant que commerçant salarié, je Mhm. parle, hein, d'accord, ou avec mon père, voilà. Ouais. Avant ça, j'ai jamais été commerçant. Mhm. Sauf si tu entends commerçant, e-commerce aussi, tu Ouais. vois. Ouais, ouais. Ça, ça- ça dépend si tu entends e-commerce ou e-commerçant ou commerçant. On va dire péjorativement petit commerçant, quoi. Euh, Ouais, effectivement. Donc, l'objectif, en fait, c'était de reprendre un magasin, de le monter en chiffre d'affaires et d'encaisser une plus-value. Voilà, c'était d'accord. vraiment ça. Mais du coup, en fait, dans le commerce, j'ai vendu beaucoup, beaucoup de. Ce qui était bien à l'époque, en tout cas, c'est que des fois, j'ai acheté des produits, même en France, que je revendais sur eBay, Price Ministère, etc. Amazon également. Et j'achetais des produits à l'étranger que je revendais dans mon magasin. Et du coup, les marges, au lieu d'avoir une marge bon, la marge moyenne était très basse parce qu'en produits alimentaires, on ne gagne pas grand-chose. Mais je pouvais augmenter largement, j'ai augmenté largement d'ailleurs mes marges grâce aux produits extérieurs, grâce aux produits, parce que j'en ai beaucoup de briquets par exemple. Donc, au lieu d'acheter le briquet chez le fournisseur, j'achetais directement le briquet chez l'importateur. Et donc, je grattais comme ça Mhm. des paliers. Des paliers. Voilà. Et donc, avec le fruit de, de cette première vente, de la vente de mon magasin, de la vente du e-commerce, tout ça, je suis revenu sur Grenoble, parce que c'est quand même de là où j'étais originaire. Et 2 ans plus tard, après 2, 3 ans, ouais, ouais, même un peu plus, peut-être 3, 4 ans plus tard, après avoir vendu mon magasin, j'ai acheté mon premier appartement. Et là, c'était l'erreur, en fait. Bah, C'était c'était l'erreur. attacher l'appartement pour résidence principale ou pour Ouais. investir? Et là, en fait, j'avais pas du tout l'esprit investisseur immobilier à ce moment-là. Donc, c'était en 2011, 2012. Donc, ouais, j'ai revendu en 2009. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait 4 ans, 3 4 ans plus tard. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai fait un mauvais achat, entre guillemets. Alors maintenant, 10 ans plus tard, c'est un bon achat, d'accord? Parce que forcément, avec l'évolution qu'a eu l'immobilier entre 2000, on va dire en 10 ans, ces 10 dernières années, c'est vrai que c'est super intéressant. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est plus moi qui paye le crédit, que ce sont mes locataires qui payent le crédit. Donc, si je revends l'appartement, ça me fait une plus-value nette autour des 100, entre 100 et 120 000 euros. Mhm. Donc, ce qui est quand même plutôt intéressant. Mais si j'avais su à l'époque ce que je connais aujourd'hui, j'aurais pu mieux négocier, déjà. J'aurais pu peut-être acheter, donc pour acheter moins cher, parce que la première affaire en immobilier, en fait, le premier bon point, si on peut appeler ça comme ça, en IMO, c'est bien acheter. Ouais. C'est vraiment là. C'est vraiment là où on gagne.
Et Bah, pour moi, bien mon acheter, petit garçon, faut pas être pressé, il faut avoir le temps. Ouais. voilà. Il faut bien acheter et, si possible, dans les meilleures conditions possibles. C'est pour ça, donc, effectivement, il faut que ce soit le vendeur, bah, il faut que ce soit l'acheteur qui soit en position de force et non pas le vendeur. Et à l'époque, je ne connaissais pas toutes les arcanes, mais encore aujourd'hui, je suis loin de les connaître tous. Mais après avoir, on a quand même plusieurs dizaines de biens avec ma conjointe. Alors, je vais appeler ma femme, mais on n'est pas mariés, mais parce que ça fait 10 ans qu'on les connaît ensemble. C'est pour ça que souvent je prononce ma femme. Mais avec ma femme, on a plusieurs dizaines de biens. Et c'est vrai que finalement, je me suis vraiment mis dans l'investissement immobilier, pas à temps plein, parce que j'ai quand même une activité entrepreneuriale à côté. On s'est vraiment mis en commun. Alors, elle a commencé un petit peu avant, 2017. Ouais, c'est ça, 2017-2018, et en commun 2019. Mhm. Voilà. Donc, ça fait, on est en 24, donc ça fait 5 ans. Voilà. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu as acheté ton premier bien de 2012 et après, tu as commencé à accumuler les biens à partir de quand? À partir de 2017 alors? Ouais, alors, ma femme toute seule 2017, hein, et en commun 2019, c'est ça, tout Donc, à ce qui est fait. intéressant, c'est qu'en fait, en 7 ans, t'as pris combien d'appartements en 7 ans? Là, alors, c'est marrant, parce qu'à chaque fois qu'on me pose la question, je dis 23 ou 24. Ah, quand Parce que même. alors, quand je Alors, une parle grosse d'appartement, vingtaine d'appartements en 7 ans, quoi. C'est-à-dire ouais, c'est que ça. Oui, plus c'est ça. d'un appartement tous les 2 ans. Ouais, bah oui, si tu comptes comme ça, oui. Alors après, il y a des appartements, il y a des maisons, il y a des immeubles, il y a des garages ou places de parking. Donc c'est un peu tout mélangé. C'est plus d'une vingtaine de biens. Maintenant, si on enlève les trois places de parking, alors deux places de parking et le garage, ça fait 20, c'est ça fait Mhm. une vingtaine. Tout à fait. Mais si on compte l'ensemble, ça fait 23, 24 biens, effectivement. Ouais. D'accord. Tout à Tu as fait. acheté ces biens de manière étalée sur les 7 ans ou alors tout d'un coup au début? Comment en fait tu étais rentré dans l'investissement immobilier? Comment vraiment tu es rentré ton premier bien et ton deuxième et ton troisième et après l'effet boule de neige, comment ça s'est passé? Alors, comment on est rentré? En fait, on est rentré. Alors, c'est ma femme. Alors, je vais faire une aparté parce que une chose Oui. que j'ai pas dit, c'est qu'en 2015, j'avais acheté un premier appartement, d'accord? Mais celui-ci, je ne le compte plus parce qu'il est plus, il a été vendu en 2020, D'accord. d'accord? Donc, j'avais acheté un appartement en 2015-2016 à Saint-Étienne. En 2015, mais mis en location en 2016 à Saint-Étienne. Euh, et j'avais fait une première plus-value parce que j'avais déjà appris de mes erreurs et puis j'avais suivi une formation également. Et plus apprendre ses erreurs, c'est super important en immobilier. Et on a intérêt à l'apprendre rapidement. Voilà. Mhm. Mais du coup, mais après, en fait, de 2017 à maintenant, quoi, hein, à l'année dernière, parce que l'année bien se remonte à l'année dernière, 2023, effectivement, on a acheté un premier immeuble. Alors, ma femme a acheté un premier immeuble en Tout de suite, tout 2017. de suite, tout de suite un immeuble quoi. C'est-à-dire que t'as pas pris un Ouais, appartement, tu as pris un immeuble carrément. voilà, c'était un immeuble, effectivement, parce qu'en fait, on avait eu, toujours pareil, j'allais dire, on a eu une bonne opportunité, mais après, il faut savoir les créer aussi, les opportunités, les rencontres, et suite aux rencontres, suite à des négociations. Et l'immeuble, en fait, situé dans une ville, alors ne se situait pas dans une grosse ville, d'accord, on n'était pas sur Lyon, Paris, Marseille, pas du tout dans une grosse ville, mais ce qu'il y a, c'est que encore aujourd'hui, ça reste l'un des biens le plus rentable. Un Donc, immeuble, c'était quoi la caractéristique et la ville, c'est quoi? C'est un immeuble de 5-6 appartements ou un immeuble... ouais. Alors, en fait, alors, je sais pas, alors, pour les plus anciens d'entre vous, je ne sais pas si vous connaissez les anciens bains-douches. Les bains-douches qui avaient nos arrière-grands-parents, voilà. À Grenoble, Donc, il était place Saint-Bruno, si je dis pas de bêtises. d'accord, bah, je savais même Ouais. pas qu'il y en avait. Ouais, Devant je savais l'école pas comme. Saint-Bruno, à côté du marché, devant l'église, il y avait les bains-douches, là. Il y avait une grande barre. Je me souviens, quand j'étais jeune et que j'allais au marché avec ma mère, je l'avais vu il a été en démolition peut-être pendant 1 an et on voyait toutes les douches à l'intérieur et c'était impressionnant. Et je vais avoir 7-8 ans, je te parle fin des années 70. Hein. Mm. Oui, oui, c'est pour ça que, effectivement, donc voilà, c'était un vieil immeuble, alors pas à Grenoble, d'accord, Mhm. voilà, et que ma femme a acheté. Et en fait, ça, à l'intérieur, il n'y avait qu'un appartement qui était
à peu près potable, mais qu'une personne de 80, alors, imagine-toi une personne de 80, 80 ans, 90 ans, je ne sais pas l'âge qu'elle avait, qui était décédée. Du coup, ce sont ses enfants qui l'ont vendu. C'était la loi Mais 48 avec les WC sur les paliers où il y avait tout à l'intérieur de chaque appartement. alors, attends. En fait, il y avait uniquement des WC, un WC du moins, dans son appartement à elle. Mais les autres, en fait, les autres parties n'étaient pas des appartements. On a tout créé de toutes pièces, en fait. Il y avait comment on peut dire ça? Il y avait comme un local, d'accord? Il y avait plusieurs locaux, d'accord? Mais ce n'était pas du tout des appartements. Donc, on a commencé à en créer deux ou trois, et puis ensuite deux autres l'année suivante, et ensuite deux autres. Aujourd'hui, il y en a six aujourd'hui. D'accord. Mhm. Six ou sept dans cet immeuble, j'en veux plus, mais en tout cas, voilà. Deux en haut, non, trois à l'étage, deux à gauche, et cinq, et deux en bas. Ça fait sept. Ouais, ça fait D'accord. sept. Je Ok. suis obligé de. Ouais, Ouais. je suis désolé, mais en fait, c'est pour ça que il faut que je me remémore parce qu'on y va régulièrement. D'accord. Mais voilà, donc ça fait sept. Mais d'un seul coup, quand je dis d'un seul coup, c'est d'un seul coup, elle a pu acheter un immeuble et puis après, elle a acheté un deuxième Et appartement. Bah, cet immeuble, au niveau investissement, ça a coûté combien si on parle de chiffres l'investissement global pour celui-ci Enfin, l'immeuble est. seul et après l'investissement pour la rénovation? Ah, d'accord, ok. Donc, l'immeuble seul n'est pas revenu très cher. Par contre, les travaux ont dépassé largement le budget de l'immeuble, l'achat de l'immeuble. L'immeuble était avant négociation, il était autour des 70K, Ouais. 70-80K. Et vu que c'est plus ancien, c'est pour ça qu'il faut que je me remémore des chiffres, parce que c'est le plus ancien. Et après négo à moins de 50. D'accord. Ah, quand même. Ouais. Belle négo. Ouais. Autour des 4, ouais, à moins de 50. Je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais à moins de 50. Voilà. Et celui-ci ramène aujourd'hui en cash flow net euh, quasiment 2 000 € par mois. En cash flow net, je parle, hein. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tu payes les impôts, les taxes, enfin bon, les crédits, parce qu'il y a plusieurs crédits, voilà, ça fait quasiment 2 000 € par mois. Donc 40 000 d'achat et de réparation, combien? Quasiment 50 000 € d'achat. Et de réparation, par contre, il y en a quand même beaucoup. 100 plus 50, 150, plus 20, 170, 180. Ouais. Il y a un peu moins que 200 000 €. D'accord. Non, non. Au total, ouais. 200, ouais, c'est ça. Au total, ça revient à 220 000. Au total. D'accord. Approximativement 220 000 € avec l'achat, je parle, hein, avec Ouais. l'achat du bien. Et ça te donne 2000 net, net après impôt, hein, c'est ça? Hein. Quasiment 2000. Alors après, il y a toujours d'autres impôts, mais oui, Hmm. en France, on sait très bien que là, ils en ont encore rajouté d'autres. Donc voilà. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ça donne entre 1 500 et 2 000 € par mois voilà, de revenus. On peut parler de revenus parce que c'est vraiment un revenu, effectivement. D'accord. Ça fait 1%, hein, c'est pas 1% de l'investissement, ouais, à peu près. Ouais. Par mois, on parle. Ah oui, par mois, 1% par Ah, mois. Oui, oui. Et en ouais. plus, tu payes le crédit, hein, tu m'as dit. Hein. Voilà, en plus, le locataire rembourse le crédit. Et il te Et reste 2000, d'accord. Et il reste, voilà, c'est ça. Ça revient à 12%. Si on fait 1% par mois, c'est énorme, tu vois. Hmm. Et sans compter les crédits qui sont payés par les locataires, et sans compter que là, il n'y a aucun argent qui a été mis sur la table. Hmm. Ça veut dire que, moi, ce que j'aime bien calculer, parce que beaucoup d'investisseurs calculent le rendement global. 10, 12%, 8%, 5%, 15%. Ouais, c'est une chose. Mais quand tu mets les frais à 2 000 €, donc en gros, tu sors 2 000 € sur la table et tout le reste, c'est de l'argent emprunté. Donc, si demain, tu mets 2 000 € et tous les mois, ça t'en ramène 2 000, C'est ça fait du 100%. 100% tous les mois. Tu Ouais, vois ce que je veux dire?
Ouais, Tu vois, c'est ça. Donc, et donc, quand on calcule comme ça, alors, je dis pas qu'on peut, ça commence à devenir intéressant, tu vois. je Donc, comprends. voilà. Et c'est de cette façon-là qu'on doit calculer aussi, parce que, en fait, on doit tout prendre en compte. En investissement immobilier, on doit tout prendre en compte. Alors là, peut-être qu'on les a un peu perdus, que je vous ai un peu perdu avec tous ces calculs, mais en tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations, bah, vous pouvez toujours m'appeler, me contacter par email ou par téléphone. Bah, Ouais, ouais. voilà, avec Non, plaisir. j'ai très bien compris. Non, c'est très intéressant. On a un peu dévié parce qu'on était parti sur un chronologique, mais on est un peu dévié déjà sur comment faire des investissements immobiliers rentables, quoi. Donc, si je comprends bien, bah, on va continuer par là, hein. On fera peut-être la chronologie après. Donc, toi, ce que tu cherches, en fait, c'est investir le moins possible dès le départ, quoi. C'est-à-dire que après, Oui, en fait, c'est que ça a toujours été notre objectif, toujours d'investir le moins possible. À part sur le dernier, à part sur le dernier où j'ai mis 10% d'apport, sur les deux derniers lots qu'on a achetés, mais alors, l'avant-dernier, c'était parce qu'une obligation de la banque, qui ne nous avait pas dit avant, et le dernier, c'était un choix. Un choix parce que je considérais que, parce qu'il me rapporte, j'ai mis 10 000 € d'apport, un peu moins que 10%, sur un bien avec travaux finis qui est à 125 du coup, avec, voilà, bien travaux finis 125 000. J'ai mis 10 000 € d'apport et ces 10 000 € là me rapportent en net chaque année 5 000 €. ouais. Donc ça fait que 50% par an. Quand tu dis net, tu enlèves les impôts fonciers, tu enlèves les frais de Oui, copropriété, tu enlèves tout. j'enlève toutes les charges comprises. Voilà. Il reste juste l'impôt sur le revenu à payer, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, Hmm. effectivement. Tout à fait. D'accord, ouais, ouais, c'est très intéressant. Donc ça, c'est le dernier. Et alors ma question, c'est la première fois, quand tu commences, la banque, elle t'a suivi tout de suite ou tu devais avoir un apport, tu devais avoir un aval, comment ça se passe? Alors, la première fois que j'ai investi en 2012, en fait, on va repartir sur le premier. On va repartir sur le premier. J'avais fait une grosse erreur. Pour moi, maintenant, et d'une grosse erreur pour l'époque, bon, voilà, je ne connaissais pas, c'est que j'avais mis 80% de mon épargne, en fait, en guise d'apport de l'époque. Du coup, c'est vrai que ça ne fait pas un gros crédit, mais après, je me suis senti un peu démuni. Et c'est dommage. Si j'avais connu tous les rouages, etc., j'aurais mis 10 ou 20% d'apport, ça aurait été amplement suffisant, en tout cas pour le premier. Ce qui t'a dérangé, c'est de décapitaliser, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, ouais. Et du coup, cet argent-là, ben, j'ai pas pu le réinvestir ailleurs qui m'aurait fait créer d'autres petits, on va dire, ou d'autres pourcentages. Donc, effectivement. Mais après, c'était un choix de l'époque, maintenant. Mais ensuite, par la suite, en fait, le maximum que j'ai mis, c'était 10%. D'accord. Au maximum, maximum, c'est 10%. Et très souvent, on a mis zéro. Alors, quand je dis zéro, hors frais bancaires. Parce il y a toujours des frais bancaires, mais ça dépend. Alors, quand je dis hors frais bancaires et un peu plus large que bancaire. Donc, entre 500 et 1 500 € quoi. Mais Voilà. tu dois avoir un dossier béton pour avoir 0%, ou alors c'est parce que tu as déjà t'es fiché à ta banque comme investisseur immobilier qu'on te prête avec 0%, ou n'importe quelle personne lambda qui monte un dossier un peu correct peut arriver à avoir à acheter un bien avec 0 ou 10% d'apport? Alors, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, sauf peut-être les chômeurs. Hmm. Voilà. Si tu es chômeur aujourd'hui, effectivement, ça va être même hier, hein, même avant le Covid, c'était un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut quand même, avant d'aller voir ta banque, il faut bien préparer le dossier. C'est ça qui est super important. D'accord. Euh, mais par exemple, moi, ma femme, quand elle a investi en 2017, elle était. Alors attends, excuse-moi, je vais couper WhatsApp parce que ça m'énerve toutes les Ouais. notifications que j'ai. C'est tes locataires qui demandent des améliorations dans leur appartement ou quoi? Non, 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 ouais, c'est pour le travail, mais c'est pas, ce sont pas les locataires. Et donc, ouais, ma femme, quand elle a commencé à investir en 2017, elle était auto-entrepreneuse.
même moi, en 2015, quand j'ai présenté pour la première fois mon dossier, j'étais auto-entrepreneur. Mhm. Alors, j'étais déjà auto-entrepreneur établi, d'accord, mais ma femme était auto-entrepreneur avec 2000 euros par mois, quoi, de revenus. Donc, c'est pas non plus des gros revenus, hein. Alors, c'était en 2017, d'accord, mais en tout cas, c'était pas des gros revenus. Ce Et on qui se lui a passe pas. prêté, avec 2000 euros de revenus, on lui a prêté 90% de la somme, tu dis, ou 80% de la somme? Même quasiment 100%. Parce qu'elle n'avait pas d'argent à mettre à part quelques milliers d'euros mais de frais, mais elle n'avait pas d'argent. Alors, comme quoi, Et les banques regardent vraiment le sérieux et le sujet ouais, du dossier, c'est ça. quoi. C'est pas, on paye pas. Parce que moi, en Espagne, moi j'habite en Espagne, les banques ne prêtent qu'aux riches, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu n'es D'accord. pas capable d'avoir une caution, on te prête pas. Non, alors en fait, en France, c'est un peu différent. En tout cas, maintenant, je ne peux plus parler d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est assez simple que j'emprunte de l'argent, parce que je sais comment monter un dossier. En gros, je vais à la banque, je dépose le dossier, il est déjà complet, ils ont quasiment plus rien à faire, on va dire. Mhm. Je fais 90% du boulot, donc Mhm. même plus peut-être, je pense, je sais pas. Et je sais comment le présenter. Mais en 2015 ou 2017 et un peu plus tard, c'est en faisant qu'on devient forgeron, et, comme j'aime dire. Et du coup, c'est assez simple, je ne vais pas dire facile, mais assez simple, avec pas beaucoup d'apports, ou même avant le Covid avec quasiment pas d'apport, tout simplement, quasiment. Aujourd'hui, ils en demandent, mais encore, ça dépend. Mais avant le Covid, sans apport, c'était assez simple de monter un dossier et d'avoir de l'argent gratuit, parce que les taux étaient à moins de 2%, hein. J'ai même des amis qui ont emprunté à 1%, 1,2, 0,9, donc qui sont empruntés vraiment très bas. Moi, non, nous, on n'est jamais arrivé à emprunter aussi bas, mais les taux étaient autour des 2%. Pour les D'accord. investisseurs. Les investisseurs étaient autour des 2%. Mais Hors assurance. en ayant quand même un aval, une caution, en Non? étant caution c'est-à-dire que tu arrives, voilà, je gagne 3000 € par mois, j'ai rien du tout, prêtez-moi 100 000 € sur un dossier. Ouais, non. Je reviendrai peut-être en France alors si c'est ça, hein, parce que... Hmm. Oui, en fait, il faut que tu prépares ton étude de marché. Si ton étude de marché, elle est en béton, c'est impeccable. Par exemple, on va parler du dernier, voilà, on va parler du dernier bien. Le dernier bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je descendais, j'étais en train de faire visiter des chambres un appartement en colocation à des jeunes, et j'avais trois rendez-vous, donc trois demandes, trois rendez-vous le jour même, pour une chambre. Donc, je descends d'appartement, enfin de l'immeuble du moins, et puis je lève la tête, je regarde toujours autour de moi s'il n'y a pas d'autres biens avant ou s'il n'y a pas d'autres opportunités. Je lève la tête et je vois un panneau avant, mais enfin, quasiment en face, quoi, hein. Et oh putain. Donc j'appelle le numéro qui est affiché et rendez-vous dans la semaine, quelques jours après. Je visite, j'étais avec ma fille, donc qui avait 2 ans, 2 ans à l'époque. Je visite le bien, même pas 2 ans. Et je dis, bah, il m'intéresse, je reviens avec des artisans. Et en fait, c'était un appartement situé au deuxième étage qui faisait 102 mètres carrés. Bah, c'est toujours un appartement, parce que maintenant il est à moi. Il y a un peu plus de 102 mètres carrés. Il y avait trois chambres. Trois chambres, un grand salon, une cuisine, une salle de bain. Et des WC séparés. Et du coup, j'ai eu le potentiel de faire une quatrième chambre. Mais déjà, tel quel, avec trois chambres, il aurait été rentable. J'aurais pas gagné beaucoup, mais il aurait été rentable. En colocation. En, en colocation, tout à fait. En coloc, il aurait été rentable. Avec une quatrième, alors je ne vais pas dire la ville parce que je connais, mais je dirais la ville uniquement au séminaire. Voilà, Mhm. comme ça, effectivement. Euh, du coup, j'ai dit, tiens, on peut créer une quatrième chambre assez facilement parce qu'il y avait un grand salon qui faisait peut-être 40 mètres carrés, tu vois, à peu près. Et donc, on a divisé le salon en deux. Donc, ça restait quand même encore un beau salon, à 20 mètres carrés, en tout cas, voilà. Surtout que les étudiants ne vivent pas trop, en fait, on pourrait croire qu'ils vivent
en communauté, mais en fait, ils vivent chacun dans leur chambre la plupart du temps, à part pour manger, mais sinon, ils vivent chacun dans leur chambre. Et du coup, et cette chambre-là, j'ai voulu sortir du lot. J'ai dit, je vais faire une chambre avec une salle de bain. Donc, j'ai amené une plus-value supplémentaire. J'ai créé une chambre avec une salle de bain supplémentaire. Donc, ça faisait 4 chambres, une salle de bain générale, plus la quatrième chambre, une salle de bain. Et du coup, c'est pour ça que ça me ramène en fait en rentabilité, donc un cash flow net de 500 euros par mois, soit 6 000 euros annuels, avec, avec 10 même pas, avec, je dis 10%, mais même pas 10% d'apport, quoi, avec 10 000 euros d'apport. Voilà. Et si tu prends les 6 000 euros de net dans ta poche, dans ta poche, après il y a les impôts, ça dépend, après, ça dépend tout de ta tranche fiscale, donc on ne va pas rentrer dans le sujet aujourd'hui, mais donc, en fait ça revient à plus de 50%, tu vois, par an par rapport au capital que moi j'ai mis. C'est-à-dire Par qu'en rapport à... fait, tu gagnes 60% par an, Ouais, et en plus, à la fin, tu gagnes la valeur du bien, quoi. c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, toi, en faisant ça, c'est très intéressant. Parce qu'en faisant ça, tu te fous, entre guillemets, de la fluctuation du marché immobilier. C'est-à-dire que Oui, si alors, les bon, prix c'est pas montent, tant tellement, mieux mais pour toi, parce que tu auras plus à oui. la fin. Mais si les prix baissent, non. Oui, alors, on va dire que ça me ferait quand même chier que les prix baissent, d'accord? Bah oui, oui. Voilà. Il ne faudrait pas dire le contraire. Mais en tout cas, après, c'est un appartement qui est situé en hyper centre-ville, par contre. Et c'est là où je disais, où je ne l'ai pas dit encore, mais où c'est vraiment important de choisir vraiment le lieu de votre investissement. Où est situé dans la ville votre investissement. Et nous, généralement, 90%, bah, il y en a peut-être un qui est un peu plus à l'extrémité de la ville, mais sinon 90% des biens sont vraiment en hypercentre. Sont vraiment Il en ne faut pas hypercentre. acheter au village olympique à Mistral ou à Villeneuve à Grenoble, quoi. Par exemple, Ouais. voilà, c'est ça. Alors, en fait, pour petite anecdote, Village Olympique et Mistral à Grenoble, ce sont des ZEP, enfin bon, voilà. Donc, effectivement, évitons Les appartements sont d'acheter. très beaux au village olympique, hein, mais c'est bon, bon, en plus Grenoble avec les fusillades et tout, bon, je sais pas. Ouais. Ouais. Alors, après, à Grenoble, j'ai quelques biens, mais c'est pas là où j'ai la majorité de mes biens à Grenoble. Ouais. Et encore, j'ai quelques biens que j'ai achetés il y a 10 ans, quoi. En tout cas, un bien que j'ai acheté il y a 10 ans et l'autre 2, 3 ans plus Et tard. Donc, la mobilité géographique que tu as dans tes biens est voulue ou comment tu choisis ton bien en fait? C'est que tu t'es abonné à des pages ou parce que d'après ce que je comprends, bon, tu étais grenoblois, maintenant tu habites plus au nord. hum. D'après ce que je comprends, tu avais acheté à Saint-Étienne, tu as dit quelques noms de villes. Donc c'est vraiment, tu n'achètes pas dans la ville où tu habites en fait. Non, à part à Grenoble où c'était ma RP à la base, hein, Ouais. initialement c'était ma RP, qui maintenant est en coloc, et que je vais revendre, et que je suis en train de revendre, en tout cas, mais aujourd'hui, je limite entre une demi-heure et 1 heure autour de chez moi. D'accord. Donc tu étais prêt à aller dans des petits villages entre guillemets. Oui, c'est quand même des villes de 40 000, je sais pas, 40, autour des 40 000 habitants quand même. En tout cas, entre 20 et 40 000 habitants. Après, parce que j'avais cité dans plusieurs villes à côté de chez moi. Donc, entre 20 et 40 000 habitants. Ah Ouais, ouais, comme c'est tu ça. parlais de colocation, je pensais que tu étais plus spécialisé dans la location étudiant dans des grandes villes pour ça. Non, non, non. En fait, c'est vrai que au premier abord, il y a beaucoup de gens qui disent, mais tu loues qu'à tes étudiants. Non, alors, effectivement, il y en a. Mais j'ai pas, voilà, il y en a, oui, bien sûr. Mais pas que. Je loue aussi aux jeunes actifs. Parce qu'en fait, alors, j'ai de la chance j'ai de la chance ou pas, mais je pense que dans toutes les villes de France, c'est ça, il y a toujours des grosses industries, on va dire, des gros employeurs au niveau local. Et du coup, bah, ces gros employeurs-là recherchent souvent des jeunes ingénieurs ou, voilà, ou internes, ou bref, voilà. S'il y a un hôpital à côté, c'est bien aussi. Parce que c'est-à-dire qu'il peut y avoir des internes, voilà, et qui vont venir pour 6 mois, 1 an. Et alors souvent, c'est 6 mois. Souvent, c'est 6 mois. Enfin, ça peut être un peu plus, mais souvent, c'est 6 mois. Et du coup, bah, vous touchez une clientèle qui est quand même CSP+, et à qui vous pouvez louer plus cher.
Et moi, j'essaie toujours de regarder le rendement risque et l'investissement que je mets au départ. J'essaie toujours de regarder, et où est-ce qu'il est le bien, bien évidemment. Parce que ces jeunes personnes, ces jeunes CSP+, parce qu'on ingénieur, ça commence déjà, ouais, ça commence déjà à être CSP+, ingénieur interne, on a un niveau de revenu qui est supérieur au revenu médian français. On parle bien, on est en France, hein, et du coup peuvent se permettre en fait de mettre un peu plus. Par contre, effectivement, il faut avoir un lieu, un appartement propre, refait à neuf et remis au goût du jour régulièrement et avec un maximum de confort. C'est-à-dire que tous les appartements que l'on loue, en tout cas dans cette configuration-là, la chambre est toute équipée. Donc, ils ont même pas amené ils ont juste amené leurs serviettes, on va dire, et leurs affaires personnelles et leurs vêtements. Tu loues meublé alors, ouais, c'est ça. Ouais, on loue en meublé. En tout D'accord. cas, dans cette configuration-là, on loue en meublé. On loue d'autres appartements en non meublé, on en a aussi, mais dans cette configuration-là, on loue en meublé, effectivement. Et toi qui as les deux corps, j'ai beaucoup de questions, je pars un peu dans tous les sens, donc ça vaudra probablement une deuxième interview. J'ai deux, trois questions importantes. Alors, qu'est-ce qui te rapporte le plus? D'acheter une grande surface et de la diviser, ou alors d'acheter une surface et un appartement et de le louer à une seule personne? Ben, en fait, nous, J'aime bien que tu hésites parce que ouais, ça veut dire qu'en fait, ton plan, c'est pas de dire j'achète une grande surface et je la divise, quoi. C'est vraiment. Tu prends les opportunités qu'il y a, donc. alors en fait, on prend les opportunités et on les crée, on va dire, les deux, les deux. Euh, Moi, alors, avec ma femme, moi encore plus qu'elle, j'aime bien avoir une double garantie. Parce que investir, ça comporte toujours des risques. Même l'immobilier, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Là, une nouvelle loi qui passe, une nouvelle loi fiscale qui passe, une nouvelle loi pour les locataires qui passe. Là, on a vu avec le PGE, ah bon, avec le DPE, PGE, c'est pardon. quoi? C'est Non, avec le DPE, pardon. le DPE. DPE, non, mais je trompais de dire. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus le droit de louer d'appartements qui sont Ouais, classés F ou G, ou c'est ça, hein? ils sont en train de revenir parce qu'ils voient que c'est un peu compliqué. Donc, ils sont en train de petit à petit revenir. Voilà. Mais, et je pense qu'ils vont revenir. Voilà. Parce qu'ils ont fait une grosse boulette avec ça. Euh, en tout cas, parce qu'on manque de logements en France. En tout cas, dans les grosses villes, on manque de logements en France. Et du coup, petit à petit, ils reviennent sur ce qu'ils ont dit. En mettant toujours une couche de loi par-dessus, ce qui complique encore plus les choses. Mais moi, j'aime bien avoir, en fait, avoir une double garantie. Par exemple, tous les biens, alors, pas tous, mais à 80-90%, d'accord, parce que tous, ça serait un peu, ouais, c'est pas possible, mais quasiment tous les biens, en fait, j'aime bien avoir une double garantie. Par exemple, quand on achète un bien, on essaie d'en avoir deux. En fait, pour que un bien nous paye le crédit, et plus que le crédit. Par exemple, on a fait plusieurs opérations comme ça. Si dans un immeuble, il y a deux appartements, le premier appartement doit nous couvrir très largement le crédit. Et comme ça, même si un jour, on loue qu'un appartement sur deux, ok, la rentabilité sera plus faible, d'accord, mais le crédit sera couvert et les charges aussi. D'accord. Ça veut dire qu'un appartement couvre le crédit des deux. Oui, c'est D'accord. ça. Et donc, souvent, on fait des opérations simples, doubles, quoi, je veux dire. Donc, souvent, c'est pour ça que notre patrimoine s'est aussi agrandi rapidement. Parce que quand tu achètes un bien, quand je dis ça peut être un immeuble, ça peut être un lot. On va parler en lot. Quand tu achètes un lot, ça peut être un immeuble, ça peut être deux appartements, c'est souvent deux appartements. Ça peut être comme un des derniers en 2022 ou 2021 ou 2022. C'était un lot immobilier, un ensemble immobilier où il y avait 130 mètres carrés de bureaux, d'accord, avec deux places de parking. Donc, sur deux étages. Donc, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée, il y avait des bureaux, bah, du moins, 130 mètres carrés de bureaux sur deux étages. Euh, Au premier étage, on en a fait une colocation de trois chambres. Donc, et on a mis une cloison qui descendait les escaliers, avant la descente d'escalier. Et au rez-de-chaussée, on a fait une colocation de bureaux.
Mhm. et plus les 2 places de parking en bonus. Donc là, par exemple, c'est un bien sur lequel on a 480 euros de crédit avec assurance comprise et où on a 2000 euros de loyer. D'accord. Voilà. Donc, je te laisse calculer le restant. Ça, Après, il faut enlever les charges, il faut enlever plein de choses, mais en tout cas, donc c'est-à-dire que même si on loue que les 2 bureaux du bas, ça nous couvre largement à 350, 340, ouais, 350 euros quasiment le bureau par mois, ça nous couvre le crédit. d'accord. Même si on loue que 2 chambres en haut, à 405, environ en moyenne 440, 450 euros la chambre, ça nous loue, tu vois, une chambre et une chambre et 2 places de parking nous couvre le crédit. Tu vois. Donc, on essaie toujours de calculer en fonction d'eux, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais que même si on loue une ou 2 chambres, on va dire 2 là, eh ben, ça nous couvre largement le crédit et les charges. Voilà. D'accord. Donc, et en partant dans cette optique-là, dans ce principe-là, dans cet objectif-là, du coup, tu arrives, je ne vais pas dire toujours, mais tu arrives très très souvent à faire des bonnes affaires. J'aime pas dire toujours ou employer des mots comme ça parce qu'après, il y a souvent des nuances, il y a souvent des choses. Donc, mais toujours partir du principe qu'une chambre sur 2 doit te payer le crédit. Ouais, parce que comme tu loues en chambre, tu dois avoir beaucoup de turnover, non? De rotation. Alors, il y en a, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a effectivement, mais il y en a aussi qui restent 2 3 ans. Hmm. Et et ce que j'aime bien dans le turnover, c'est qu'à chaque fois, on augmente au fur et à mesure les loyers. Du coup, quand on partait à 410 euros au début, eh ben, ceux qui sont arrivés après, c'était plutôt 450, D'accord. 460. Donc, au fil des mois, d'accord, c'est pas augmenté comme ça d'un clin d'œil. Et vu qu'on apporte du service supplémentaire, c'est pas gênant et on sort du cadre de loi des loyers, des loyers encadrés. Mais nous, dans les petites villes, les loyers sont pas encadrés. D'accord. Donc, en Ouais, c'est fait, important aussi de ne pas avoir de loyer encadré, ça, non? Tu me dis. c'est vrai que dans, dans beaucoup de villes, en fait, en France, dans beaucoup de grandes villes en France, les loyers sont encadrés. Mais il y a toujours des solutions que je pourrais partager Mhm. au séminaire pour sortir de ce cadre-là. D'accord. Très intéressant. Et les agences là-dedans. Alors, est-ce que tu achètes des biens par agence ou directement? À aujourd'hui, on a, que je me souvienne, on a toujours acheté oui, via des agences, sauf sauf un. Donc, tu es toujours Mais passé par agence. C'est bizarre, ça. ouais, Alors, une réponse, une question que je paraissais idiote, mais ouais. ta réponse me surprend. Non, acheter par agence et revendre personnellement, ce serait l'idéal. Hmm. C'est l'idéal. Comme ça, acheter par agence, pourquoi? Parce que quand on démarre, ce qui est le plus dur, c'est de négocier directement avec le vendeur. Et l'agent immobilier, lui, c'est son rôle de toucher de vendre le bien de son client, et il veut aussi toucher sa commission d'agent immobilier. Et du coup, s'il a vraiment envie de vendre, il va tout faire pour négocier, pour que le prix soit accepté par le vendeur. Et c'est souvent plus facile qu'un agent immobilier de négocier avec le vendeur pour faire accepter le prix de l'acheteur. D'accord. Très intéressant tout ça. Très, très Par contre, intéressant. l'inverse, si moi je vends, alors, sauf exception, si je suis à 3 heures de route, bon, c'est un peu plus compliqué. Donc, comme là, je vais en Grenoble, je vais faire passer par une agence, par une agence parce qu'effectivement, je suis à 3 heures de route, de moins même 5h30 aller-retour. Donc, je ne vais pas me taper ces 5h30 de route aller-retour, tu vois. D'accord. Mais voilà. Mais donc, c'est plus facile pour moi de le faire gérer par l'agence. Mais sinon, tous les biens qui sont à 1 heure de là où on habite, si jamais on le vend, sauf exception toujours, parce qu'il y a toujours des exceptions à la règle, mais si jamais on vend, je ferai moi-même. Très intéressant. On va peut-être arrêter là. Peut-être une dernière question. J'ai tellement de questions qu'on pourrait faire une émission de. On a déjà discuté 3 heures ensemble avant l'émission. Donc là,
Pour toi, alors ton critère d'achat un appartement, il faut que ce soit déjà une occasion. Et il faut que il y ait de la possibilité pour diviser en lots, c'est ça, non? Quel est C'est ça. Et comment Ouais. tu trouves ton appartement? Où est-ce que tu les cherches? Comment tu fais? Ou est-ce que c'est les gens qui viennent te voir? Ou est-ce que tu es Un peu abonné à les deux. quelque chose? Tu regardes des sites internet? Ou comment ça se passe? Pratiquement, de manière Un pratique. peu, j'allais dire le hasard, mais en fait, le hasard, j'y crois pas trop, on va dire. Parce que c'est vrai que quand je recherche un bien, les agents IMO commencent à me connaître un petit peu. Du coup, ils viennent vers moi, bah, ils me contactent en fait, hein, parce que je suis dans leur liste d'investisseurs. Et régulièrement, je fais le tour des agences. Alors, quand je dis régulièrement, quand je recherche un bien, c'est plutôt une fois par semaine, je fais le tour des agences Ah, et quand je les même. appelle. Et voilà. Et quand je ne suis pas en recherche, comme actuellement, je suis pas forcément en recherche, ceux qui m'appellent quand ils ont un bien à proposer. Mais effectivement, quand je suis en recherche, je me mets vraiment et je les appelle, je passe, je les appelle, je passe, je les appelle, je passe, j'envoie un mail. Et tout le long de l'année, je reste en contact avec eux. Donc, voilà. Donc, Alors, mais ça prend pas longtemps, en fait, parce que finalement, tu sais, après, au fil du temps, tu sais avec qui tu veux travailler. Tu sais avec quel agent tu veux travailler ou pas travailler. Donc, du coup, c'est deux, trois coups de fil de temps en temps, quoi. Ou un SMS ou un mail. Donc, un mail, tu le fais quand tu es dispo. Le coup de fil, non, tu le fais en semaine. Mais, voilà. Mais, et passer, bah, tu passes, vu que j'ai plusieurs appartements dans différentes villes, bah, tu passes quand c'était bien, bah, tu passes quoi, voilà. et Mais quand est-ce que tu es en position recherche et pourquoi tu es en position recherche? C'est-à-dire que tu arrives ben, à un moment, est-ce que tu as, je sais pas, un calcul en disant ben, maintenant voilà, il faut que j'achète un autre chose ou alors euh, comment tu te mets en position recherche et pourquoi tu te mets en position recherche bah, d'appartement? ça dépend. Alors, c'est vrai que j'ai aussi une vie d'entrepreneur à côté et puis une vie de papa, de jeune papa, hein, parce que mes enfants sont en bas âge. Du coup, là, j'ai décidé de lever un peu le pied, d'accord. Euh, mais quand je suis en mode recherche, pourquoi je suis en mode recherche? C'est parce que je connais l'immobilier. Ben, je connais, en tout cas, je connais après 10 ans Hmm. d'expérience, hein, quasiment. Et sur le long terme, pour moi, ça reste encore le secteur le plus rentable sur le long terme. Et parce que j'ai aussi, et j'ai un peu de cash à placer. Aujourd'hui, même si j'investis en bourse, même si j'ai de l'assurance avec de l'or, mais même si j'investis dans différentes, voilà, en private equity, même si j'investis de différentes façons, l'immobilier, c'est quand même le seul à ma connaissance, après, sauf avec les effets de levier de bourse, trading, là on est plutôt en mode trading qu'en mode investissement, mais à ma connaissance, c'est le seul le seul investissement où on peut lever 1 pour 10. C'est-à-dire que tu as 10 000, tu, tu peux emprunter 100. Et C'est un effet de levier 10, hein, c'est comme en trading avec un effet de levier 10 en c'est fait. ça. Mais en trading, ouais, c'est du trading, c'est pas d'investissement. Tu vois. Et du coup, le trading, ça veut dire y passer du temps tous les jours. En immobilier, une fois que tu as ton bien qui est en place, tu ne passes pas du temps tous les jours. Tu y passes du temps une fois par mois pour faire l'extérieur de loyer. Oui, effectivement, c'est toi qui l'ai fait. Mais en gros, alors, à part ces derniers temps où ça nous a demandé plus de boulot parce qu'on a dû remettre au bout du jour, machin. Mais sinon, en gros, de 2017 à 2022, 2023 même, jusqu'à 2023, on y passe, pourtant avec plusieurs dizaines de biens, d'accord? On y passait ouais, avec ma femme 2 jours et demi par mois, D'accord. Mhm. en Excellent. gros. Donc 2 à 3 jours par mois. Donc c'est quand même pas beaucoup par rapport aux rentrées d'argent qui arrivent, quoi. Parce que voilà. Donc effectivement, euh, et en trading, je pense que c'est un peu plus de journées que ça. Ouais. Si tu fais un effet de levée de 10, déjà le risque est quand même plus élevé. Je veux dire, en tout cas, à mon sens, c'est plus élevé. Même si j'en fais un peu de trading, d'accord? Mais je vois bien le temps que j'y passe.
par rapport voilà, au rendement. Et donc, je regarde toujours le temps que j'y passe par rapport au rendement et par rapport au risque, au rendement risque. Pour moi, l'immobilier, même si certains disent ça va se cracher en France, peut-être ça va cracher. Mais si tu prends toutes les garanties, du moins un maximum de garanties, quand tu es loyer impayé, avec la garantie Visal, là c'est une solution que beaucoup ne connaissent pas, la garantie Visal. Mais c'est une garantie qui est gratuite pour le jeune actif ou pour l'étudiant. Et si moi, il ne me paye pas mon loyer, c'est Visal qui me couvre le loyer, tu vois. S'il ne me paye pas le loyer pendant 5 semaines, un mois et demi par exemple, ou 2 mois, eh ben, c'est Visal qui me couvre le loyer. Si après tu prends en plus de ça, tu as une autre garantie que tu sais qu'avec une chambre ou deux, on va dire avec 2 chambres sur 4, ça te couvre ton crédit, le risque, il est peanuts. Et en plus de ça, j'ai une autre garantie l'appartement de quasiment 103 mètres carrés, un peu plus que 102 mètres carrés que je parlais tout à l'heure, je peux le diviser en deux. Je le revends à la découpe et je fais même une plus-value. Une plus-value qui serait environ de 40 000 euros net. Pas net. Après, tu arrives sur la plus-value, mais donc voilà, qui sera environ de 30 000 euros. T'as pas peur quand même, avec comment sont les choses actuellement, d'avoir un actif bloqué, entre guillemets? C'est-à-dire que par exemple, tu as du liquide, tu as de la bourse, demain, dans les 10 minutes, et c'est quelque chose qui va pas, tu t'envoies ton argent dans un autre pays ou dans une autre banque. Tandis que si jamais on a une grosse fiscalité, comme par exemple en Espagne, il y a une loi qui est sortie l'an dernier, c'est que tu as une loi contre les grands propriétaires maintenant. C'est-à-dire que Ouais. du jour au lendemain, c'est sorti, si tu as plus de 5 appartements, tu payes une taxe supplémentaire. Et si tu as plus de 10 appartements, tu dois faire un logement social. Donc, s'il y a quelque chose comme ça qui te sort comme ça du jour au lendemain, ton capital et tes investissements complets prennent un coup quand même. Et si on arrive plus loin par le scénario catastrophe où on arrive à une politique confiscatoire, tu pourras pas passer la frontière avec tes appartements sur le dos. Ça te fait pas un peu peur, ça? Alors, je suis d'accord avec toi. Non, ça ne me fait pas peur parce qu'en fin de compte, il y a autant de lois pour, autant de lois contre. Ça veut dire que si on a bien vu avec le DPE. Avec le DPE, ils ont dit tous les appartements de telle catégorie, on ne pourra plus les louer. Un an après, en tout cas en France, hein, d'accord? Un an après, ils reviennent sur la décision. Bon, finalement, on a vu qu'on s'est. Alors, ils ne sont pas dit qu'ils s'en trompés, mais en fait, ils sont clairement plantés. Un an après, bon, finalement, cette loi-là est seulement pour les appartements au-delà de 40. Attends, pour dire que c'est stupide, 40,01 mètres carrés. Ils ne mettent pas 40 mètres carrés, ils mettent 40,01 mètres carrés. Non, mais c'est vraiment des politiciens à la noix. Excuse-moi, mais là, je suis obligé de m'emballer. C'est vraiment des politiciens à la noix que l'on a, qui ne connaissent pas le terrain, qui sortent des lois de leur chapeau comme ça. Et du coup, en fait, donc, même s'ils sortent une loi confiscatoire, tu peux être sûr qu'un an plus tard, ils sortiront une autre loi, tu vois, contre cette loi-là. Ils ne diront pas qu'ils sont plantés, parce qu'ils n'osent pas dire quand ils se plantent. C'est clair. Mais c'est pour ça qu'en France, on a des lois sur des lois sur des lois qui ne veulent plus rien dire du tout, qu'il y en a même trop de lois, d'ailleurs, même trop. Je pense que même si on enlève 30% des lois, on vivrait aussi bien, tu vois. Les niches fiscales, etc., etc. Parce qu'on dit ça. en France, on paye beaucoup d'impôts en France. Moi, je discute avec des gens qui font le même travail que moi en France. Les gens qui font le même travail que moi en France payent moins d'impôts que moi en Espagne. Parce que tu as toujours une niche, tu as toujours quelque chose qui te permet d'aller quelque part. Et en fait, où on te dit, l'impôt en France monte à 50%. Ben non, tu as une niche qui te permet d'évacuer l'impôt. Donc, c'est impressionnant, quoi. Et par exemple, si une loi à la con viendrait à sortir demain, une loi confiscatoire, je mets mes appartements ou une partie ou quoi dans une SRL de famille ou dans une SC ou dans une SCI, et ici, ils ne prendront plus rien, ils seront plus à moi, ils seront à la société, tu vois. Alors, bien sûr, alors on peut toujours dire, oui, mais si on t'interdit de diriger tes sociétés,
et ben, on trouverait une autre solution, tu vois. J'embaucherai le meilleur avocat de la région Rhône-Alpes, je ne vais pas dire où, mais dans la région Rhône-Alpes, je vais dire de Lyon, ou peu importe d'où, et pour qu'il me trouve la solution, tu vois. Donc, en fait, il y aura toujours, moi, je ne connais pas toutes les solutions, mais je sais que parmi mon réseau ou parmi les meilleurs avocats de la région, on découvrira la niche fiscale ou le moyen de sortir des lois à la con qu'ils font. Et je suis désolé, alors là, je ne voulais pas m'emballer, je vais rester calme jusqu'à maintenant, Ouais. mais en fait, il faut dire ce qui est. Euh, ils pensent que les propriétaires en France sont riches. Mais en fait, il faut quand même dire que on fait vivre les artisans avec les impôts que l'on paye. On paye j'allais dire un gros mot, mais on paye beaucoup de fonctionnaires. Voilà. Mais t'as dit le gros mot là. Hein. C'est pas beaucoup. Non, Hein. Ouais. j'allais dire un autre gros mot. Mm. C'est-à-dire un autre gros mot. Parce que quand tu as 3 fonctionnaires pour faire un truc, pour moi, ça s'appelle des branleurs. Mhm. Excuse-moi. Voilà. Ça, c'est le mot que je voulais dire. Quand pour faire 5 heures de travail, tu as besoin de 3 fonctionnaires, désolé. Tu vois, non. Là, tu m'as mis hors de moi. Donc, si tu veux couper, tu Ouais, couperas. moi, toi, j'appelle ça du branleur, moi j'appelle ça du vol. Mais bon. Ouais, mais les deux se rejoignent. Mais bon, euh, voilà. Non, parce que Bref, des branleurs, c'est quelqu'un qui fout rien. Du vol, c'est quelqu'un, c'est un voleur. Quelqu'un qui travaille pour la fonction publique et qui travaille pas, il vole l'argent de l'État. Pour moi, j'en suis à ce point-là. Hein. Donc, mais bon, fermons la parenthèse. Ouais. ouais, voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas rajouter. On voit bien le pays, pourquoi il est endetté. Je veux dire, on est endetté parce qu'il y a trop d'argent qui fuit de partout. Il y a trop de lois, il y a trop de gens qui sont presque inutiles. C'est dommage. Mais déjà, on réduit de 20% le budget de chaque ministère, à part les ministères principaux, La d'accord? santé, la justice, Voilà, le ministère de à part les l'Intérieur, ministères ouais. principaux. Mais on réduit de 20-30% chacun. Je pense que tu vivrais aussi bien, quoi. Tu vois? Ok, parce qu'au lieu d'acheter 50 voitures alors qu'on n'a besoin que de 20, bah, je veux dire, déjà, au lieu d'avoir 3, enfin bon, ce sont des choses comme ça. Excuse-moi, du coup, je suis parti Ouais. dans mon délire, mais voilà, donc on va arrêter là. Mais en tout cas, il y aura toujours une loi qui permettra en France de sortir du système confiscatoire, de sortir de trucs. Ils reviendront. Voilà. Donc là-dessus, je ne me fais pas de soucis. Et c'est pour ça que aussi, il ne faut pas tout investir dans l'immobilier. Et c'est pour ça qu'aussi, ben, il faut investir dans d'autres actifs, private equity, bourse, crypto, ce que vous voulez. Bref, ce n'est pas des conseils d'investissement. Simplement, diversifiez-vous, ayez un portefeuille comme vous le souhaitez, mais par rapport à vos risques et rendements personnels. Mais ce qui est vraiment important, c'est de vous sentir à l'aise avec ça. C'est de ne pas. Parce que même l'argent liquide, demain, la banque fait faillite, ils ne vont pas vous prévenir. Si vous avez plus que 100 000 euros sur votre compte en banque, on a bien vu en Grèce ce qui s'est passé, on a bien vu à Malte, À Chypre, à Chypre et Malte, bon, Chypre, pareil. c'était pour les Russes, parce qu'il y a beaucoup de Russes qui ont des. Oui, soi-disant. Mais aussi bien, demain en France, ils vont nous sortir un prétexte. Dire, tous les riches, au-delà de toi. En France, un riche, c'est 4 000 euros par mois. Hein. 4200 suivant Jean-Luc. Ouais. Donc 4 200 euros par mois, ça, on y est vite, hein, je veux dire. On y est vite. En tout cas, un artisan, il y est. Hein. Faut pas, je veux dire, voilà. Donc, un artisan commerçant, il y est. Donc, si c'est ça qu'on appelle un riche, bon, bah, ouais. Donc, tous les riches, au-delà de 4 000 euros par mois, on va leur supprimer tout leur compte en banque. Bah, bon, tu vois. Donc, c'est facile de. C'est pour ça qu'en fait, Mm. Il faut être diversifié. voilà, c'est pour ça qu'il faut se diversifier. Et je préfère avoir de l'immobilier, je préfère avoir des actifs qui travaillent pour moi que de travailler pour ces actifs-là. D'accord.
Très intéressant, Michael, et une super conclusion parce qu'en fait, on est sorti un peu d'immobilier pour avoir une conclusion générale. Je suis sûr qu'on se retrouvera, Michael, pour pouvoir, parce que là, ça a été très très court et on est vraiment parti un peu dans tous les sens vers des trucs très intéressants. La prochaine fois, on essaiera plutôt de parler d'un sujet spécial, on préparera quelque chose d'un peu plus précis sur l'immobilier. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir, Michael, de te recevoir et d'ouvrir cette nouvelle porte sur l'immobilier sur Pépitor. Merci, Michael. J'espère que tu as apprécié et qu'on te reverra souvent. Ben écoute, avec plaisir. En tout cas, oui, effectivement, prochainement, on parlera plus d'immobilier, plus d'investissement. On rentrera directement dans le sujet avec plaisir. Et parce que j'ai encore tellement de choses à partager auprès de ton audience que c'est avec plaisir que je le ferai. Donc, aucun problème, avec Ok. plaisir. Merci à toi. Merci, Merci de Michael. l'invitation. Merci à vous Donc, tous. Michael, c'est l'invité surprise du séminaire de Barcelone à Lyon du 9, 10, 11 novembre. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et laissez des commentaires, ça nous aide. Merci, au revoir à tous. Ciao, Michael. Ciao. Merci. Salut.